Bien qu'il y ait encore un petit peu de queue dehors, mais Juliette me presse. Alors, on commence. Merci à tous d'être venus ce soir. Le nombre d'inscrits en quelques jours pour cette conférence démontre l'intérêt réel et le besoin urgent que nous avons de comprendre quelle est cette révolution numérique annoncée et quel rôle nous avons, nous avocats, nous juristes, à jouer dans cette mutation. Le métaverse, ou plutôt le Web 3, serait une vague de transition numérique encore plus puissante que celle du web, du commerce électronique et de l'ubérisation réunie. Depuis quelques années, on parle de NFT, de crypto-monnaie, de blockchain. Et depuis presque un an, avec l'annonce faite par Mark Zuckerberg de la création de Meta, on ne parle plus que de métaverse. Pour certains, ce serait le nouvel Eldorado, le nouvel espoir, l'opportunité de refonder la société autour d'une culture faite de tous les patrimoines de l'humanité, de redonner de la souveraineté aux citoyens et de proposer une nouvelle répartition des richesses. Pour d'autres, le métaverse serait la fin du vivant, la fin de l'humanité au profit du virtuel. On pourrait même y refaire revivre nos morts grâce à l'intelligence artificielle et les avatars de nos défunts. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Quelles sont les applications réelles du Web 3 et du métaverse ? Quelles sont les règles applicables dans ce monde virtuel ? Et quelle est notre place, à nous, avocats ? C'est à ces trois questions que nous allons tenter de répondre ce soir dans les trois tables rondes que nous vous proposons. Je laisse la parole à Juliette. Merci Charlotte, bonsoir à tous. Alors pour commencer cette soirée, on avait envie de le faire de manière un petit peu différente. Et c'est la raison pour laquelle on accueille ce soir un artiste français qui s'appelle Maxime Berthoud, qui devrait être là. Maxime, je t'en prie, rejoins-moi. Bravo. Alors le projet de Maxime réunit aussi bien la science, l'art, le droit et bien sûr le Web 3. Il va nous présenter son projet et nous montrer de façon concrète l'une des applications possibles du Web 3. Maxime, on te laisse la parole et vous, on vous invite à ouvrir un peu vos chakras avant de rentrer dans le dur du sujet. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous, merci. Ouais, je te remercie. Donc je m'appelle Maxime Berthoud, je suis artiste et ce soir donc j'ai l'opportunité de vous montrer un extrait d'un film que j'ai réalisé en 2011 qui va nous permettre de comprendre la suite avec des applications dans le Web 3. Donc ce film est construit comme un tutoriel, à la fois pour prouver l'authenticité de mon geste et aussi pour permettre sa reproductibilité. Le projet que dévoile ce film, c'est une performance artistique qui a consisté à déclencher de manière artificielle une pluie entre les États-Unis et le Canada, à la frontière, sur le site de la première manipulation climatique de l'histoire enregistrée. Donc il faut savoir qu'en 1947, un certain Kurt Ebert, météorologue, aurait volé un nuage au Canada et l'aurait fait pleuvoir aux États-Unis. Donc les Canadiens se sont plaints auprès des Nations Unies de s'être fait spolier de la propriété du nuage et surtout de l'eau qu'il contenait. Donc ils ont ratifié une loi, ils ont instauré une loi qui s'appelle RQC P43R1 qui tente de légiférer les ensemencements de nuages. Donc mon objectif c'était de retourner sur le même site et de faire un geste opposé, complémentaire, de rendre justice aux Canadiens en volant un nuage aux États-Unis et en le faisant pleuvoir au Canada. Donc ça c'était évidemment un présupposé, parce que pour pouvoir réaliser mon projet, il a fallu que je traverse des débordements juridiques inattendus, notamment à travers cette loi RQCP 43R1 donc, et surtout le fait que il faut aujourd'hui une autorisation, il faut faire une demande de modification du climat pour faire un ensemencement de nuages. Et évidemment, personne n'avait fait cette demande à part moi. Donc ça m'a pris 3 ans pour réouvrir un texte de loi, faire voter des modifications à la Chambre des ministres au Québec, et ensuite lancer l'édition de ce permis.
Il faut savoir que j'avais le soutien du ministère de l'Environnement au Québec qui soutenait ma démarche. En revanche, le gouvernement canadien a fait barrage parce que ça faisait un précédent juridique. Donc du coup, ils ont préféré ne pas faire l'édition de ce permis. Et j'ai donc réalisé mon geste de manière clandestine. Voilà, en m'exposant du coup aux conséquences prévues par cette loi, à savoir une forte amende et de la prison ferme. Et ces condamnations, on est venu me les rappeler, ce sont des agents du gouvernement canadien qui sont venus me les rappeler au cours de mon exposition à la Maison européenne de la photographie en novembre 2011. Donc ni le film, ni les questions qu'il pose n'ont été rendues publiques. Donc moi, mal conseillé et mal renseigné, j'ai cru qu'il y avait un délai de prescription. Alors j'ai patiemment attendu 10 ans pour pouvoir offrir une suite à ce projet et surtout une visibilité à ces questions. Donc ce projet, c'est paparuda.cloud, donc là une suite qui s'inscrit dans le Web 3. Donc c'est un site internet, ça commence par un site internet qui met en vente quotidiennement un NFT, donc jusque-là absolument rien de nouveau. Ces NFT sont produits par une intelligence artificielle qui construit un nuage à partir de données météorologiques réelles. Donc chaque nuage est unique. Chaque nuage a une valeur, une capacité en eau, comme dans la réalité. Cette capacité en eau donc est unique à chaque nuage. L'eau a une valeur, elle a un coût. Donc chaque nuage, chaque NFT reçoit une valorisation en eau et donc en argent. Donc ce qui se passe quand un NFT est vendu, il se passe deux choses. La première chose, c'est que l'argent qui est récolté va à une DAO. Une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, qui est donc en charge de ce fonds, de cet argent. La deuxième chose, c'est que l'adjudicataire qui fait l'acquisition du NFT devient membre de cette DAO et son NFT lui donne une voix. Et enfin, la mission de la DAO, c'est de ne gérer et de ne proposer que des actions de gestion alternative de l'eau. Donc par exemple, un exemple du coup concret, je vends plein de NFT, super, le site vend plein de NFT, la DAO a plein d'argent, les membres de la DAO font une proposition ou votent une proposition du board qui pourrait être par exemple, les nuages c'est la dernière ressource en eau potable à ne pas avoir de statut juridique. On pourrait très bien imaginer qu'on finance un groupe de chercheurs pour faire une proposition de statut juridique pour les nuages et ensuite de la proposer à tout le monde, à la communauté internationale. Même si dans les faits, ça a très peu de chances à la fois de voir le jour et à la fois d'être respecté, un statut juridique pour les nuages, sauf avec la blockchain. La blockchain, c'est une promesse. Donc du coup, si par exemple la DAO propose un cadre qui permette de réguler l'exploitation des nuages, on pourrait très bien imaginer une répartition plus équitable des richesses et donc de l'eau. Voilà. Donc ça c'est les deux premières choses qui se passent quand on vend et qu'on achète un NFT. La deuxième chose qui est plutôt nouvelle, c'est que l'argent qui est récolté permet de consolider un pool de liquidité qui permet à la DAO d'éditer sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le RAIN, qui est indexé sur le cours de l'eau. Et le nombre de tokens, de jetons, est indexé au volume d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, qui est un volume qui est immuable. Il y aura toujours le même volume. En revanche, il y aura un accès à l'eau qui sera de plus en plus difficile. Je me dépêche. Donc ça, c'est accès difficile. Donc en gros, on crée un token qui ne fera que prendre de la valeur vu que l'accès à l'eau sera de plus en plus difficile, atmosphérique ou non. Et donc, en plus d'être un outil spéculatif, nouveau et efficace, ça permettrait aussi, par exemple, d'imaginer qu'on déplace dans le métaverse un nuage et qu'on le fasse pleuvoir sur une zone sinistrée ou une zone en stress hydrique, dans la réalité. Merci. Voilà, ça sont des recherches, c'est pas du tout représentatif. C'est les NFT, mais qui ont une très mauvaise résolution. Vous pouvez regarder, ils sont un petit peu mieux sur l'écran derrière.
Mais c'est surtout, Voilà. c'est surtout les recherches de On-Formative, qui est l'agence qui s'occupe de créer le pipe d'intelligence artificielle. Et donc, il va avoir en charge l'illustration de ces NFT. Voilà. Merci Maxime. Alors, je pense qu'on pourrait passer les 2 prochaines heures sur ton projet. Malheureusement, on ne pourra pas. Et c'est pour ça qu'il y a un cocktail à la fin où vous pourrez aller lui poser toutes les questions que vous voulez. Mais moi, j'ai une question, Maxime. Ton projet, c'est plutôt un projet artistique, philanthropique ou simplement un objectif de refaire de la recherche ? Comme mon travail se situe vraiment dans un contexte de recherche basé sur la pratique, et que la position de l'artiste, elle est de plus en plus reconnue comme étant en mesure de créer des outils justement pour changer les choses de manière concrète. Du coup, c'est transversal, ça s'inscrit à la fois dans le champ de... La base, c'est un projet artistique, mais il y a une application philanthropique, et surtout, il y a l'invention d'un mécanisme de financement qui jusqu'à présent n'existait pas, et qui sera open source, et qui permettra à quiconque d'ouvrir un marché pour gérer des communs. Par exemple, on peut très bien imaginer quelqu'un qui vend des vagues pour nettoyer l'océan et qui crée un marché de 3 milliards. Et ce mécanisme existe, il sera disponible en open source. Voilà. Alors Maxime, je t'invite à t'asseoir et à rejoindre notre première table ronde. Et la première table ronde a pour objectif de définir les contours du métaverse et du Web 3. Alors j'appelle Benoît Couty. Benoît Couty qui est avocat, fiscaliste. Mais si on l'a invité ce soir, c'est pas parce qu'il est avocat, mais parce que c'est un des pionniers du crypto art. Et j'ai une casquette. Et il a une casquette, voilà, donc il est dans son rôle crypto, il n'est pas dans son rôle avocat. Et il a monté le Museum of Crypto Art. J'appelle également Raphaëla Levesque. Qui est une ancienne consoeur, une ancienne directrice juridique et qui est également aujourd'hui un des membres clés de la NFT Factory puisqu'elle est le Founder Manager. Elle vous expliquera ce que c'est plus tard. Et j'appelle pour ouvrir cette première table ronde Nikhil Roy qui n'est pas du tout juriste et qui va pouvoir nous expliquer avec des mots peut-être plus simples ce qu'est le métaverse. Alors Nikhil, il est le fondateur d'une agence créative dans le métaverse. Il m'avait dit de le dire en anglais, mais c'est pas sorti. Aucun problème. Et il est donc le directeur créatif de cette agence. Ça. Et je vais tout de suite poser la première question à Nikhil, qui est, Nikhil, est-ce que tu peux nous aider à comprendre et à définir ce qu'est le métaverse, le Web 3 et les NFT? Totalement. Donc, je pense que le problème qu'on a beaucoup, notamment dans ce milieu en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de définitions différentes et beaucoup de confusion. Et c'est vrai que ça aide pas du tout. Et il y a beaucoup, je pense, d'acteurs qui ont joué un petit peu pour, on va dire, servir leurs intérêts personnels. Donc en fait, très simplement, je pense que la première confusion, c'est, on va dire, cette vision fantasmée du métaverse, très 80s, Ready Player One, avec on se connecte avec un casque de VR, on rentre dans ce monde virtuel. En toute transparence, pour des raisons technologiques, on n'y est pas du tout encore, et je pense que c'est quelque chose qui n'arrivera pas non plus pour plein de raisons différentes. Notamment, on aime bien se retrouver dans des moments comme ça aussi. Je pense que tout ce qui est métavers, ça n'a pas pour but de remplacer le monde réel. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de plateformes qui ne sont pas liées les unes aux autres. Donc, vous avez peut-être sûrement entendu des choses comme Fortnite, comme Roblox, comme The Sandbox. Ça, on est sur des univers virtuels en 3D immersifs, interactifs. Et c'est, on va dire, un peu cette collection de tous ces mondes-là qu'on appelle un petit peu le métaverse en ce moment. Donc, en ce moment, on va dire le métaverse, comme il est un peu fantasmé, vendu, n'existe pas. Donc c'est vrai, je fais un petit commentaire sur la fiche de la soirée avec les cases de verre. Je pense pareil, c'est une confusion entre la réalité virtuelle et le métaverse. Donc nous, notre approche sur ça au quotidien, on va dire, on travaille d'agences publicitaires qui conseillent des marques. C'est de se dire, c'est plutôt cette pellicule de digital sur le réel, et c'est comment on fait des interactions et des activations, des campagnes dans ces milieux-là qui nous intéressent. Ok. Donc si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que finalement le métaverse, pour l'instant, c'est des plateformes de jeux. Mais qui va dans le métaverse aujourd'hui et on y fait quoi exactement? Alors sur ça, pareil, je pense que la seconde confusion, c'est de confondre métaverse et jeux et gaming. En fait, c'est deux choses différentes. On pourrait vraiment avoir des plateformes dites du métaverse. Je vais citer Spatial.io par exemple, qui est plus sur un mode de galerie. On va juste visiter un espace virtuel.
Donc après, si on considère que tous les espaces virtuels qui s'ajoutent, pas se substituent au réel, sont du métaverse, ben en fait tout le monde joue, il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent, il y a autant de personnes de plus de 50 ans que de moins de 50 ans qui jouent. Ma mère qui joue sur Candy Crush son téléphone, ben en fait elle joue aussi, elle interagit avec ces mondes virtuels-là. Donc en fait ça concerne à peu près tout le monde. Et la question c'est de se dire comment on va faire des choses qui ont du sens à l'intérieur. Mais quand on s'était parlé, tu m'avais fait une distinction entre Web 1, Web 2, Web 3, et j'aimerais bien que tu répètes parce que j'avais trouvé ça très pertinent. Alors complètement. Donc Metaverse, Web 3, c'est encore des choses différentes, mais on va dire le Web 1, très très simple. En fait, on accède à des liens pour lire de l'information sur le début de l'Internet, donc assez simple. Web 2, l'ère des réseaux sociaux, donc on commente, on communique, on échange. Et le Web 3 qui est naissant, la théorie, c'est d'être plus sur la décentralisation et de reposer sur la technologie de blockchain, de peer-to-peer, de pair à pair, en fait, et qui est plus d'organismes centralisés qui contrôlent tout ça. On va dire que c'est plus des choses qui risquent d'arriver. On n'est pas encore dans une ère totalement Web 3. Okay. Et alors toi, tu fais quoi pour tes clients? Et du coup, je pose ma question en entier. Est-ce que donc toi, tu crées des univers métaverses pour tes clients? Et est-ce que ces univers métaverses, pour eux, c'est un marché en soi, ou l'objectif, c'est de faire de la publicité pour le monde réel? Alors sur ça, nous, notre rôle chez Soloc, on est une agence de publicité qui utilise les nouvelles technologies pour raconter des histoires de marque. Donc on va faire des choses dans des univers virtuels, on va faire des campagnes, tout ce qu'il y a de plus classique, et des campagnes qui lient les deux. Sur ça, il y a autant de... Pour nous, c'est un format en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Donc c'est à une époque, on faisait de la radio, de la télé, c'est un site web. Maintenant, on peut faire des activations dans ces mondes virtuels. Donc là, c'est un travail qu'on fait pour Ledger notamment, donc qui est la licorne française là, qui fait des petites clés USB qui sont des hard wallets en fait, donc qui permettent de sécuriser ces crypto-assets de façon cold, donc non connectée. Donc là, typiquement, on fait leur stratégie de Ledgerverse en fait sur plusieurs années sur comment occuper cet univers virtuel-là. Donc en tant qu'agence, on ne crée pas de monde virtuel, on va créer des activations dans ces mondes-là. Donc on peut créer une map sur de sandbox avec des quêtes, une storyline, une stratégie derrière. Puis après, c'est comme pour toutes les campagnes publicitaires, en fait, il y a autant d'output que de campagne au final. On peut faire de la notoriété, on peut chercher à faire de la vente, on peut chercher à faire plein de choses différentes. On peut s'acheter des choses dans le métaverse qu'on ne portera que dans le métaverse. Mais ça, on en parlera peut-être plus avec Raphaëla. Du coup, je vais peut-être faire ma transition. Tu peux faire la transition sur ça. Avec Raphaëla. Donc, Raphaëla, tu es la founder manager de NFT Factory. Donc, tu vas pouvoir nous rappeler un peu parce que moi, personnellement, j'ai du mal à distinguer métaverse, NFT et faire les liens entre chaque. Enfin, un peu moins maintenant, mais voilà. Et je voudrais donc tu nous donnes toi ta vision du Web 3 et pourquoi les NFT ont une place si importante dans ton univers. Et ok, je peux commencer par la définition du métaverse. La définition du métaverse, c'est un peu pareil. C'est un monde virtuel dans lequel il y a des rencontres virtuelles via des avatars, parce qu'on se rencontre rarement de manière physique dans le métaverse, et qui est un monde aussi persistant, c'est-à-dire que quand on arrête d'aller dans le métaverse, en fait, le métaverse continue à évoluer. C'est pas comme un jeu justement où on arrête de jouer et le jeu s'arrête en même temps que nous et on reprend. En fait, c'est une sorte c'est un monde virtuel. Mais là, je rejoins aussi l'idée, c'est qu'il n'y a pas un métaverse, il y a des métaverses. Autant de projets qui existent, il y a autant de métaverses en fait. Donc on n'est pas dans un lieu qui est notre miroir du monde actuel qui va se retrouver dans le métaverse. On est vraiment dans des projets, des services, des expériences que les gens vont avoir l'occasion d'aller vivre selon ce qu'on a créé pour eux. Et c'est toi qui es en charge de créer ces expériences, notamment. C'est ça. Après, je pense peut-être la façon la plus simple pour justement éviter les confusions entre, par exemple, Fortnite et Roblox, appeler ça des métaverses. Nous disons que notre vision, chez Swipeback, en tout cas qu'on a depuis un petit moment maintenant, c'est il y a un métaverse comme il y a un Internet, et en fait, chacun de ces univers-là serait plus comme des sites à l'intérieur. C'est un peu plus simple à comprendre et ça évite, nous, côté des briefs bizarres. Complètement. Chaque métaverse est un métaverse dans le métaverse. Complètement. D'accord. Et est-ce que la révolution sera réelle le jour où il y aura des passerelles entre tous les métaverses C'est la promesse de portabilité et d'interopérabilité. Ouais, exactement. Et c'est là où les NFT en fait viennent interagir avec ça.
c'est que quand il y a des projets NFT qui se créent, et je vais revenir sur ce qu'est les NFT, etc., on va en parler, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a cette possibilité justement d'interopérabilité entre la NFT qui est créée pour un service sur un site de métaverse lambda et qui peut aller dans le deuxième site, parce que grâce au Web3, en fait, le Web3, on récupère sa propriété. Comme c'était dit tout à l'heure, le Web 1, on pouvait lire, le Web 2, on pouvait lire et interagir, et le Web 3, on lit, on interagit et on possède aussi. Et cette possession fait que quand on a un contenu dans un endroit du métaverse ou du Web 3, on peut le récupérer pour le réutiliser ailleurs. C'est pas du tout comme si on coupait tout. Et si on reste par exemple sur du gaming, parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup, ça serait avoir acheté un accessoire dans un jeu. Une fois qu'on a terminé le jeu, on garde son accessoire et on le réutilise dans un autre jeu. Ou alors, on n'en veut plus, on peut le vendre, voilà, on peut lui donner une valeur, le monétiser. Et ça, c'est intéressant de pouvoir récupérer en tant que personne cette propriété qu'on n'a pas forcément dans le Web 2. Et pourquoi la NFT Factory? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors la NFT Factory, c'est un lieu créé par 128 fondateurs, dont Benoît, qui est aussi le directeur artistique de la NFT Factory. On est un lieu qui a été voulu pour rendre le Web3 démocratisable. Notre but, c'est vraiment d'abord un aspect de pédagogie. On essaye d'embarquer le grand public avec nous et avec tous les entrepreneurs du Web3 qui ont déjà cette connaissance du Web3, de ce que sont les NFT, le métaverse, etc. et la blockchain. Pas oublier la blockchain là-dedans. Et du coup, ce NFT Factory regroupe ces personnes qui désirent mettre à disposition des moyens de formation et de pédagogie, comme je disais tout à l'heure, et aussi un lieu réel, en fait, de rencontres réelles, parce que on n'est pas voué à vivre dans des lieux que virtuels et que les gens ont besoin de se regrouper. Et ce qui est important dans le Web3 aussi, c'est des histoires de communauté, en fait, et les expériences généralement que les gens vivent dans le Web3, dans les métaverses, etc., c'est des créations de communautés qui est très importante, et on essaye, nous, d'embarquer tout le monde dans cette communauté d'écosystème du Web3 grâce à la NFT Factory. Et je sais que tu es aussi très active dans les NFT et la mode, le monde oui, du luxe. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer on entend beaucoup parler des NFT faits par Adidas, etc. Ouais, je veux bien que tu nous expliques. Oui, pas de souci. Donc, effectivement, moi, je fais partie du Metaverse Fashion Council. Donc, c'est un regroupement de personnes du business de la mode, mais digitale, donc la mode du Web3. Et en fait, la mode digitale, c'est quelque chose qui est très émergent et très important, parce que au final, on va créer. Déjà, ça ouvre de grandes possibilités de création aux créateurs de mode, parce qu'il y a aucune limite dans la création digitale, contrairement à la création physique, en termes de matière, etc. Tout ce qu'on arrive à faire graphiquement, on peut le proposer. Ensuite, il y a vraiment la mode reprend en fait cette possibilité créative et le met à disposition des gens dans les métaverses, qui vont permettre d'habiller leurs avatars. Donc dit comme ça, on a l'impression qu'on habille des poupées, mais en fait c'est aussi retrouver des codes, encore une fois, d'une communauté ou d'appartenance, de pouvoir se personnaliser, peut-être être différent de ce qu'on est dans la vraie vie, ou alors vouloir retrouver ce personnage qu'on est aussi dans la vraie vie en ayant des NFT qu'on acquiert au sein des métaverses ou ailleurs, et qu'on peut porter. Donc il y a un vrai business model au sein du métaverse, c'est-à-dire que les marques vont vendre des NFT. Et c'est pas uniquement pour fédérer autour de leur marque, c'est vraiment non, des c'est vraiment objets, oui, complètement. Numériques. Oui, complètement. Oui. Okay. Merci Raphaëla. Et maintenant, place à notre dernier invité de cette table ronde, Benoît Couty. Donc toi, tu es le fondateur
fondateur du Museum of Crypto Art et on voudrait savoir d'où est née cette passion pour le crypto art, parce que je sais que tu es vraiment l'un des pionniers, l'un des premiers collectionneurs. Ouais, je voudrais peut-être réagir 2 secondes sur ce qu'on vient de dire. Moi, j'aime pas trop ce terme de Web 3 parce que ça donne l'impression fausse que en fait, ce sont les acteurs du Web 2 qui sont en train de nous emmener vers une nouvelle version du web. Et en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que le Web 3, c'est une menace existentielle pour les acteurs du Web 2. Le Web 2, c'est les GAFAM. Et les GAFAM ont basé leur business model et ont construit des richesses astronomiques sur l'exploitation des données personnelles. Et le Web 3, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que vous cessez de donner vos données personnelles à des opérateurs et vous les conservez pour vous, vous pouvez les négocier. Pourquoi ? Parce que je reviens à ma casquette, qui n'est pas qu'une provocation, elle a une vertu pédagogique, puisque vous voyez cette adresse qui est mon identité cryptographique dans le Web 3, elle n'est pas du tout liée à mon identité civile, c'est-à-dire que je peux interagir dans ce monde virtuel uniquement avec cette adresse et je ne suis pas obligé de donner ni mon nom ni mon prénom. Voilà, et ça c'est un peu de la kryptonite des GAFAM. Voilà. Donc le Web 3, c'est pas l'évolution du Web 2, c'est quelque chose qui va à l'encontre du Web 2, c'est un challenge du Web 2. Sur le crypto art, comment j'ai découvert ? En fait, en tant qu'avocat fiscaliste, je me suis intéressé, à titre personnel d'abord, je me suis intéressé aux crypto-monnaies en 2016, sans en acheter, parce que je suis pas du tout un spéculateur, mais pour toute la philosophie qu'il y avait derrière, notamment sur la vie privée, etc. Et notamment Bitcoin. Et comme j'étais très intéressé à ça et qu'il n'y avait pas de réglementation, je me suis dit, je vais mêler l'utile à l'agréable, mon métier d'avocat fiscaliste et ma passion pour les crypto-monnaies. Et donc j'ai voulu me rapprocher d'associations qui ont ensuite été en 2018 en contact avec le ministère des Finances pour la création du régime fiscal sur les cryptoactifs. Et donc j'ai participé au groupe de travail. Et à cette époque-là, les NFT étaient encore vraiment naissants. C'était quelque chose dont personne ne parlait. Et pour bien faire mon travail, j'ai enquêté sur tout ce qui se passait dans cet écosystème. Et j'ai découvert les NFT. Et notamment en achetant un terrain dans un métavers. Voilà. En 2018, j'ai acheté un terrain dans un métavers, c'était extrêmement confidentiel. Et quand je suis allé me promener dans ce métavers, je me suis aperçu que finalement, la plupart des occupants de ce métavers étaient des artistes qui construisaient des galeries pour exposer leurs œuvres d'art. Voilà. Donc, quand je suis aussi amateur d'art, et je suis parti d'une histoire familiale d'artistes, j'ai été interpellé par ça, et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une esthétique et des thématiques que je voyais, que j'avais pas vu ailleurs, et pas non plus dans l'art digital. Donc c'était très différent de l'art digital et quelque chose de très spontané, etc. Donc je me suis pris de passion pour ça et ça tombait bien parce qu'à l'époque les œuvres étaient vendues pour des quelques euros, quelques dollars. Donc j'ai pu en collectionner beaucoup avant que ça explose. Voilà. Et donc j'ai créé un musée. Où est-ce qu'on peut voir tes œuvres d'art ? Alors le musée, il est dans un métavers qui s'appelle CryptoVoxels, qui n'est pas le plus connu, mais qui est un des 3, on va dire, principaux. Crypto quoi ? CryptoVoxels. Voxels. 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 Un voxel, c'est un pixel en 3 dimensions. D'accord. Voilà. Le voxel, c'est Minecraft, c'est des cubes. On appelle ça un voxel, c'est un pixel en 3 dimensions. C'est un métavers qui se construit avec des pixels en 3 dimensions qui ressemblent un peu à Sandbox, mais qui est très neutre, c'est-à-dire qu'il est blanc, c'est un canevas, c'est-à-dire que ce métavers ne fournit qu'une infrastructure, il n'y a pas de partie préesthétique, et ça plaît beaucoup aux artistes qui du coup peuvent importer des textures du monde réel, etc. Voilà. Et surtout, donc, dans ce métavers, on est propriétaire des terrains et on peut construire sa propre histoire. Et c'est ça la grande différence entre le métavers et les mondes virtuels qu'on connaissait, puisque dans les mondes virtuels qu'on connaissait avant les NFT, quand vous interagissez, vous construisez dans la sphère d'influence de la plateforme. C'est-à-dire que vous êtes dans Fortnite, vous créez, vous avancez dans le jeu, vous enrichissez dans le jeu, mais ça reste dépendant de cette plateforme Fortnite qui, si elle éteint la lumière, tout ce que vous avez créé n'a servi à rien. Avec le métavers et les NFT et les crypto-monnaies, on inverse les rôles, c'est-à-dire que là, vous construisez quelque chose pour vous-même, et qui quelque part va persister, comme on dit, c'est-à-dire va rester votre propriété, que la plateforme disparaisse ou pas, vous pourrez toujours ces actifs, cette réputation, ces actifs, les utiliser ailleurs. Et ça, c'est grâce aux cryptos et aux NFT, ça n'existait pas avant, et c'est la différence entre les mondes virtuels et le métavers. Ok. Et une dernière question, qu'est-ce que tu penses des détracteurs des NFT qui crient à la spéculation et qui disent que c'est pas de l'art et que voilà. Oui, alors j'ai lu des éminents spécialistes, journalistes spécialistes de l'art qui ont dit que les NFT c'était la mort de l'art. Et en même temps, j'allais le soir à un vernissage d'une exposition sur des NFT de poésie
Voilà. Donc pour voir que des poètes en 2022 pouvaient gagner leur vie en faisant de la poésie. Voilà. Et donc si c'est ça la mort de l'art, très bien, hein, allons-y. C'est peut-être la mort d'une certaine forme d'art. Il y a une différence fondamentale entre le crypto-art ou l'art NFT et ce qu'on connaît comme l'art contemporain. Et les crypto-artistes sont assez réactionnaires par rapport à toute cette période de l'art contemporain qui quelque part est devenu un peu un art officiel, puisque je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de collectionneurs d'art contemporain, et comment on fait pour acheter une pile de sable dans un musée qui peut faire réfléchir. Moi je peux comprendre, j'ai été dans des musées d'art contemporain avec des tas de sable, ça fait réfléchir, mais comment l'acheter et qui a décidé que ça serait ça l'art? C'est les acheteurs institutionnels. Ils sont certainement très intelligents et effectivement c'est un art qui a un intérêt, mais le crypto-art c'est l'art des gens, c'est l'art du peuple entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, alors que ça fait 2-3 ans que c'est devenu démocratique, des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui ont acheté du crypto-art, qui ont décidé de sponsoriser un artiste, de lui dire j'aime bien ce que tu fais, ça me parle, j'ai envie que tu continues. Voilà. Et donc c'est l'art c'est l'art du peuple en fait. Et c'est une réaction pour moi à l'art contemporain qui était un art un peu élitiste et officiel. Merci Benoît, merci à tous. Et je laisse la parole à Juliette pour la deuxième table ronde. Je vous précise qu'on prendra quelques questions à la fin de la soirée. Donc on va enchaîner directement avec la deuxième table ronde. Vous pouvez regagner le premier rang. Raphaëlla, on vous garde avec nous. Et pour cette deuxième table ronde, donc j'appelle Myriam Kemener, avocat général près la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, spécialiste des questions numériques, et Thibault Lachasinski, qui est donc un confrère spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, associé du cabinet NFLO. Bonjour à tous les trois, bonsoir à tous les trois. Donc là, l'idée de cette deuxième table ronde, c'est d'aborder les enjeux juridiques posés par le métaverse. Donc, première étape, on tente de définir le métaverse, et là, on rentre un peu plus dans l'aspect juridique du sujet. Et je commence avec vous, Madame l'avocat générale. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément votre champ d'activité et dans quel contexte vous avez été confronté à des problématiques liées au métaverse ? Bien, bonsoir à tous. Alors, je suis avocat général à la Cour d'appel de Paris dans un service, un département qui a été créé il y a un peu plus d'1 an, qui regroupe les affaires de criminalité organisée, GIRS, je dirais aussi la Junalco, qui est en fait la GIRS à compétence nationale, et donc a été rajoutée la notion de cyber. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous avons, alors on est dans un cadre un peu prospectif, hein. Je n'ai pas d'affaires encore concernant le métaverse, mais nous avons de plus en plus d'affaires liées aux cryptoactifs, et on a une première affaire dont la presse d'ailleurs s'est fait l'écho, un vol, une affaire de NFT, c'est-à-dire des personnes qui ont été approchées en fait par des escrocs qui avaient acheté des œuvres d'art, et on leur a fait croire que ces œuvres pourraient être animées. Et donc, ils ont fourni leur code. Donc, il y a eu vol de NFT. Et c'est une grande première, c'est une affaire qui est traitée par l'Office central qui lutte contre la cybercriminalité. Donc pour nous, c'est des perspectives nouvelles, hein. On s'est interrogé sur les qualifications à retenir. Donc il y a un juge d'instruction qui a été saisi pour des faits d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Voilà, on s'est interrogé sur la notion de vol, hein, de vol d'éléments immatériels. On est plutôt sur l'adaptation de qualifications existantes qui pourraient être adaptées au NFT, notamment l'extraction de données. Voilà, donc j'ai vu aussi en préparant notre rencontre de ce soir que le ministère de la Justice assure une veille sur ces problématiques.
justement NFT, métaverse. Par contre, on a de plus en plus d'affaires concernant les cryptoactifs et il y a eu une adaptation, puisque vous le savez, notamment la Grasc, qui au départ saisissait uniquement des bitcoins, maintenant saisit toutes sortes de cryptoactifs, y compris des NFT. Voilà, donc on est dans une nouvelle aventure qui implique aussi une réorganisation des structures, en particulier du parquet général, puisque vous connaissez tous au parquet de Paris, il y a la section J3 qui est en total sous-effectif, mais la plupart de ces affaires touchent à la criminalité financière et sont contestées. Donc il y a des procédures, des requêtes en nullité. Ça donne lieu à des contentieux extrêmement importants. Précédemment, j'étais à la Chambre de l'instruction économique et financière. Et pour l'instant, bien que je travaille dans la première cour d'appel de France, je dirais il y a une marge de progression. Pour l'instant, il y a ces interrogations, où est-ce qu'on place le numérique, qui est complètement transversal, mais qui est de plus en plus une délinquance d'envergure organisée et financière. Donc je comprends que c'est une question tout à fait nouvelle pour la justice française, certainement également sur une échelle plus internationale. Je crois comprendre qu'il y a quand même de nombreux acteurs qui commencent à s'intéresser beaucoup à ce sujet. On avait évoqué ensemble, donc notamment Interpol. Vous m'avez parlé aussi d'un procès fictif qui s'est déroulé aux assises de Monaco, sur justement la question du métaverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement ces projets qui émergent oui, alors effectivement, concernant Interpol, c'est très intéressant, puisque en plus cette délinquance est totalement internationale, se posera des questions aussi de compétences territoriales. Quelle sera la juridiction qui sera à même de prendre en charge justement ce type d'affaires? Et Interpol donc a développé, c'est tout récent, lors de la dernière assemblée générale qui a eu lieu ces dernières semaines, a créé donc un métaverse pour justement analyser en fait les nouveaux comportements des cyberdélinquants, puisqu'en fait dès que des nouvelles fonctionnalités liées au numérique se développent, les délinquants s'engouffrent dans ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça montre l'ampleur que peut prendre ce sujet. Et concernant effectivement, donc c'est des assises de la sécurité qui ont lieu tous les ans à Monaco, et on a décidé, alors j'ai été évidemment l'avocat général qui a requis dans ce procès fictif, ma position, c'était de dire que le droit, la plupart des dispositions actuelles, en particulier les infractions, que ce soit cyberharcèlement, agression, escroquerie, étaient transposables et pouvaient s'appliquer dans des univers virtuels comme le métaverse. Donc c'était aussi ça avait un côté un peu ludique, ça permet ce procès a clôturé les assises de la sécurité à Monaco. Enfin, ça a eu pas mal de succès, puisque ces assises regroupent la plupart des acteurs, à la fois les acteurs qui travaillent pour lutter contre la cybercriminalité, et aussi les grands groupes, les entreprises, les établissements bancaires. Enfin, disons que c'est un événement assez incontournable sur ces nouveaux risques numériques. Donc je comprends bien, sur le métaverse, on peut se faire dérober, on peut se faire harceler, on peut se faire agresser, voire tuer. Donc tout ça, ce sont des concepts juridiques qu'on connaît en tant que juriste. Est-ce que, selon vous, donc l'arsenal législatif qui existe aujourd'hui est suffisant pour appréhender ces nouveaux enjeux, et plus généralement, est-ce que la justice française est prête à relever le défi du Web 3, ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour le dire ?
Mes propos n'engagent que moi et sont très modestes. Je pense qu'il y a un certain nombre d'infractions qui vont être, qui peuvent être adaptées à ces univers. Par contre, il y aura certainement des adaptations. Et d'ailleurs, le dernier rapport qui vient de sortir, qui est prospectif sur justement le gouvernement avait demandé un rapport qui est sur le site du ministère de la Culture. Évoque déjà des adaptations qui seront nécessaires pour des directives qui sont toutes récentes, qui ne sont pas encore applicables. Je pense au DSA, DNA. Il y aura aussi, on évoquait à l'instant la question aussi des données personnelles. Je pense qu'il y aura des adaptations, mais je pense qu'avant de créer des nouveaux textes, on a toujours tendance à dire il y a un vide juridique. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a plutôt un trop-plein juridique, mais il y aura des adaptations inévitables. Merci beaucoup, Madame l'avocate générale. Thibault Lachasinski, je vous donne maintenant la parole. Donc, vous êtes avocat, vous accompagnez des clients qui rencontrent des problématiques dans le Web3, dans le métaverse. Quel est le sujet que vous rencontrez le plus, vous, dans votre pratique ? Alors oui, effectivement, on est, comme disait Madame l'avocat générale, on est vraiment dans un état assez prospectif, c'est-à-dire que moi je suis assez contentieux, je fais aussi du conseil. À ce stade, on n'est pas du tout en contentieux, on est donc vraiment en amont des choses et les problématiques qu'on a sont très classiquement du droit d'auteur et du droit des marques. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que autant en droit des marques, il va y avoir une adaptation nécessaire du droit des marques à la matière, autant j'ai le sentiment qu'en matière de droit d'auteur, ça va être la matière, donc le métavers, de s'adapter aux règles en vigueur. Alors moi, ma pratique, celle sur laquelle j'ai été amené à m'interroger, la plus intéressante en définitive, c'est surtout les NFT. Les NFT d'un point de vue donc contractuel. Pourquoi ? Parce que le NFT, on l'a dit tout à l'heure, c'est une création de valeur. On va recréer de la valeur en privatisant d'une certaine façon un objet dans le métavers. Et donc, on va avoir ces jetons non fongibles. Alors, la question qui va être, ça va être de confronter l'ancien monde et le Web 3, même si c'est pas la bonne terminologie. Et la difficulté à cet égard, dans un premier temps, ça va être de comprendre ce que n'est pas un NFT. Et de bien rappeler aux gens que NFT n'est pas un certificat d'authenticité. Ça n'est pas un certificat d'authenticité parce que la notion d'authenticité a un vrai sens en matière d'art. C'est le décret Marcus de 81 avec le certificat d'authenticité quand on va vendre une œuvre d'art. Et ça n'est pas non plus le NFT l'objet même de l'art. Donc le NFT, c'est tout simplement un titre de propriété numérique qui est lié à la technologie de la blockchain et qui va renvoyer à un lien sous-jacent qui peut être une photo, qui peut être une vidéo, qui peut être un tweet également, ça peut être beaucoup de choses, et auquel on va associer un smart contract. Le smart contract est assez essentiel, c'est une ligne de code en définitive, puisqu'elle va déterminer les finalités du NFT. Donc voilà, ça c'est une définition qui est assez juridique. Il y a eu un rapport qui a été rendu par le CSPLA en juillet. Ils mettent 100 pages à définir le NFT pour dire à la fin qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc j'ai essayé de faire simple. Ça nous rassure tous, je crois. Voilà, essayons d'être simples. Maintenant, le NFT, c'est un bien meuble incorporel. C'est la chose sur laquelle je pense tout le monde arrive à peu près à s'accorder. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est appréhendable par le droit. Ça a été fait par quelques décisions en Angleterre et à Singapour qui ont reconnu que le NFT pouvait donc faire l'objet d'une décision et faire l'objet d'une saisie dans des cadres précontentieux. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en France, on a eu la Cour d'appel de Montpellier qui s'est prononcée en octobre 2021 en matière de consommation, qui a également retenu le statut de consommateur de la personne qui s'était fait escroquer, alors là ils étaient au civil, en matière de NFT notamment. Est-ce que ça veut dire que le droit de la consommation aurait vocation à s'appliquer à toute personne ? Ça veut dire que le droit de la consommation potentiellement a vocation à s'appliquer, et c'est assez intéressant parce que ça rappelle tout simplement que le NFT se retrouve dans un environnement juridique qui n'est pas du tout vide, mais au contraire est plutôt trop plein. Et
la chance qu'on a pu avoir, c'est que ces 3 décisions-là, donc à Singapour, en Angleterre et en France, ce sont des décisions de pure procédure. Des décisions qui ont été rendues, en gros, si on résume, dans le cadre de la mise en état, un incident de compétence en France, en tout cas, ce qui a permis d'avoir des décisions rapides. Et finalement, avoir déjà des décisions dans ces 3 pays-là au bout de 1 an et demi d'existence juridique, parce que ça existe depuis plus longtemps que ça, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme avec une décision de cour d'appel. Donc voilà. Après, les problématiques, elles sont excessivement nombreuses. On a eu des NFT particulièrement célèbres qui nous appellent à nous interroger. On a par exemple les CryptoPunks qui ont été créés en 2017, dont un a été valorisé à plus de 11 millions de dollars parce qu'il portait un masque pendant la pandémie et que c'était assez à la mode. Bon, par exemple, moi, quand je lis ça, de ce que j'ai pu en lire, alors après, je ne suis pas spécialiste, mais les CryptoPunks ont été générés par un algorithme. Il y en a 10 000. Et ils ont été générés par des algorithmes. La question est de savoir, est-ce qu'un CryptoPunk, du coup, est-ce qu'il s'agit des singes, pardon? Non, ça c'est les Bored Apes. Ça c'est encore autre chose. Les CryptoPunks, c'est des petits bonshommes assez grossiers. En définitive, c'était vraiment le début et qui vont servir à faire des images de profil et donc à être transposées d'un métavers à un autre. Donc moi, en tant que spécialiste de propriété intellectuelle, immédiatement, je m'interroge comment est-ce qu'on peut protéger au titre du droit d'auteur une œuvre qui a été créée par un ordinateur. À mon avis, au sens du droit français, ça n'est pas possible. On avait déjà eu une jurisprudence avec un macaque, dont vous vous souviendrez aux États-Unis, où il avait été jugé en cour d'appel qu'un singe ne peut pas être un auteur. Je pense qu'une intelligence artificielle ou un algorithme ne peut pas non plus. Voilà, il y a des questions comme ça. Il va y avoir des questions de responsabilité des plateformes, voire des questions de transposabilité d'une plateforme à une autre, avec donc une atteinte, d'une façon, potentiellement à l'intégrité de l'œuvre, passer du 2 à la 3D. Il y a beaucoup de questions qui vont être très intéressantes à se poser, et surtout, dès à présent, le problème de savoir est-ce que les contrats étaient suffisamment bien rédigés parce qu'ils n'ont jamais été rédigés en pensant au métavers. Et ça, c'est un vrai problème en droit d'auteur. Tout ce qui n'a pas été expressément cédé ne l'est pas. Et il y a toute une architecture, une infrastructure juridique à revoir à ce niveau-là, comme les CGV, comme plein de choses. Voilà, c'est vraiment un monde très prospectif, avec notamment le droit de la consommation en cœur. Merci beaucoup Thibaut pour ce panorama vraiment passionnant. Je redonne la parole maintenant à Raphaëla. Donc vous avez entendu Thibaut évoquer les NFT. Est-ce que vous percevez d'autres enjeux juridiques qui seraient d'actualité dans le métaverse? Donc les principaux évidemment qu'on rencontre avec les NFT, ça va être la propriété intellectuelle. Comme l'a dit Thibaut, d'ailleurs il a très bien expliqué comment ça pouvait se passer. Je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait que et puis Madame l'avocat général, sur le fait qu'il y a déjà beaucoup de lois qui existent et de réglementations, et qu'ensuite il va falloir savoir soit si on les applique telles quelles, ou soit s'il faut les adapter. Mais en soi, on n'est pas évidemment dans un vide juridique en fait. Et les autres enjeux juridiques qu'on peut voir aussi, ça va être tout ce qui est données personnelles, comme le disait aussi Madame l'avocat général. Notamment parce que dans le métaverse, dans le Web 3, ça fonctionne pas du tout comme dans le Web 2. C'est-à-dire que dans le Web 2, les gens qui vont utiliser n'importe quel site internet dans lequel ils veulent rentrer ou il faut s'enregistrer, ils vont donner leur nom, leur prénom, leur adresse email, limite leur date de naissance, leur numéro de téléphone, enfin voilà, ils vont être identifiés et identifiables. Alors que dans le Web 3, on rentre dans ces services-là, on rentre dans les différents métaverses via notre wallet, donc c'est un portefeuille qui d'ailleurs qui est l'adresse sur la casquette de Benoît, qui est notre identité. Mais si on ne se dévoile pas, personne ne sait que c'est nous qui sommes derrière cette identité. Donc là se posent vraiment des questions, notamment en cas d'infraction, de comment savoir qui est derrière cette identité, qui va donner cette information. Est-ce que cette information d'abord est trouvable quelque part, puisqu'en principe on ne la donne pas même quand on ouvre son wallet, on ne donne pas ce genre d'informations. Donc c'est quelque chose de très important, sachant que si jamais une infraction se passe dans le métaverse, que quelqu'un vole votre NFT ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de scams d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les scams, les arnaques dans le Web 3. C'est aussi dû au fait que il y a ce pseudonymat en fait, puisque on a ce pseudonyme qui est soit sous format d'une suite de chiffres et de lettres, soit on peut acheter
l'équivalent d'un autre domaine qui s'appelle un ENS pour s'identifier aussi, mais encore une fois, ça ne va pas vous identifier vous en tant que personne physique liée à ce compte-là. Et si quelqu'un vous vole votre mot de passe de votre wallet passe à quelqu'un d'autre en fait. Donc après, c'est plus vous. Enfin, il y a vraiment cette question. En même temps, le Web3 a été pensé comme ça à la base, parce que c'est un courant très libertaire, de volonté de pouvoir agir plus librement que ce qui est déjà fait dans ce qu'on appelle le Web 2. Et c'est vrai que ça pose quand même des enjeux juridiques sur ce qu'on connaît quand même pour la protection notamment des consommateurs. Et effectivement, le droit de la consommation a tout à fait sa place là-dedans, mais tout en essayant, moi je pense, enfin c'est mon avis, de garder quand même cette philosophie blockchain et assez libertaire, où tout se fait beaucoup en open source, où le but c'est justement d'aller à l'encontre du Web 2, comme disait Benoît, c'est-à-dire ne pas reproduire ces amas ou ces entreprises qui ont toute capacité et toute connaissance de qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous faites, etc. Alors que dans les services Web 3, au contraire, c'est vous qui décidez, si vous dites déjà qui vous êtes, c'est vous qui pouvez reprendre le contrôle en fait de ces données et dire si vous voulez leur donner une valeur et permettre à quelqu'un de les utiliser, ou bien si vous les gardez pour vous, et dans ce cas-là, vous naviguez dans le Web 3 vraiment incognito, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la réglementation européenne et aux États-Unis également, ils ont avancé un petit peu sur le statut du NFT au sens financier du terme. Tout à fait. Alors en réglementation européenne, il y a le rapport, il y a la réglementation MiCA qui est en train d'arriver, hein, malheureusement, et qui est là pour réglementer plutôt le marché crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont quand même ce qui permet en fait de naviguer et d'échanger, d'avoir la valeur au sein de chaque service ou projet dans lequel on interagit dans le Web 3, et on essaye vraiment de réglementer ce qui va s'y passer, sachant que c'est un règlement, encore une fois, mon avis, qui est plutôt mieux que ce qui se passe aux États-Unis. Là où aux États-Unis, ils sont vraiment dans le contrôle quasiment, en fait, aux États-Unis, ils sont en train d'essayer de voir si les NFT ne pourraient pas être qualifiés comme actifs financiers, non pas juste des simples actifs numériques, ce qui changerait entièrement la réglementation qu'on mettrait en place, sur des NFT. Donc, parce qu'ils parlent beaucoup de spéculation, ils voient vraiment l'aspect spéculatif. Et du coup, il faut faire la différence. En tout cas, aux États-Unis, ils essayent de faire cette différence entre les NFT simplement revendables, on va dire, sans utilité derrière, et les NFT utilitaires, ou qu'on appelle avec utilities, c'est-à-dire des NFT qui vont apporter quelque chose en plus que le simple NFT. Un NFT pour un billet de concert, un NFT qui vous donne, je sais pas, comme une carte de fidélité, un 20% dans un magasin. Enfin, les NFT, c'est pas juste les NFT artistiques. Il y a toutes sortes de NFT avec des applications technologiques sur absolument tous les domaines qu'on peut imaginer. Et du coup, c'est là où les États-Unis essayent de se dire, quand il n'y a rien du tout rattaché au NFT, est-ce qu'on peut pas dire que c'est juste de la spéculation, on vend, on achète, et du coup le classifier comme actif financier. Et ça, c'est très important de savoir ce qui va se passer par la suite. Merci beaucoup, Raphaëla. Donc, on a entendu droit financier, propriété intellectuelle, droit des marques, droit des personnes, ou plutôt droit des avatars. Tout plein de sujets, finalement, qui s'ouvrent aux avocats. On comprend donc que ce sont des sujets qu'on maîtrise, nous, les avocats, et finalement, peut-être que l'avocat aurait sa place aussi pour interpréter ces notions. Et c'est tout l'objet de notre troisième table ronde. Donc merci beaucoup à vous trois. Alors pour cette troisième table ronde, j'appelle Céline Moy. Donc Céline, vous êtes avocate au barreau de Lyon.
senior manager chez Deloitte, experte en nouvelles technologies, blockchain, crypto-monnaie et NFT. Pierre-Xavier Chaumiac, tu es avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, membre de l'incubateur du barreau de Paris et avocat missionné auprès de la commission déontologie de l'ordre. Et enfin Grégory Rocher, CEO de Work Adventure, qui est une plateforme française qui crée des mondes virtuels, des métaverses pour tout type d'usage. Vous allez naturellement nous en dire plus. Charlotte, je te laisse le fauteuil pour interroger notre première invitée. Merci Juliette. Bonsoir. Alors, dans cette table ronde, on va s'interroger sur la place de l'avocat dans le métaverse. Et en fait, il y a deux perspectives. Il y a la place de l'avocat aux côtés des clients et la place de l'avocat dans le métaverse. On va essayer de comprendre si ça vaut la peine, par exemple, de créer son cabinet dans le métaverse. Donc on va commencer avec Céline Moy sur le rôle de l'avocat en tant qu'accompagnateur de clients dans le métaverse. Et je vais te demander, Céline, sur quel sujet exactement aujourd'hui tu accompagnes tes clients ? Vous m'entendez ? Oui. Merci Charlotte. Alors, je ne sais pas si je pense exactement comme Raphaëla quand je l'ai entendu dire « Oh non, Mika arrive ». Je vais être très franche. Alors moi, effectivement, je travaille sur ces sujets-là depuis maintenant 6 ans, exactement. Un peu comme Benoît sur l'aspect financier, mais moi, j'étais plutôt sur le côté tech. Alors en fait, les clients, quand ils arrivent, le premier sujet, ceux qui se lancent dans l'univers métaverse, c'est déjà de qualifier ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils viennent... On parle de tokenisation. Alors, je veux tokeniser. Alors, je veux tokeniser l'immobilier, je veux tokeniser une œuvre d'art, je veux créer une crypto-monnaie, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça rappelle en fait à des concepts très basiques de l'avocat. C'est, on parle de quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et ça, c'est les enjeux de la qualification. Donc, on essaye déjà, de prime abord, d'essayer de structurer leur projet et de voir, quelle est la meilleure, on va dire, qualification possible, que ce soit côté, on va dire, loi Pacte, qui est une loi qui existe depuis 2019 et qui nous permet déjà de catégoriser les prestataires de services sur actifs numériques, les levées de fonds en crypto-monnaie qu'on appelle les ICO, ou alors des projets un peu plus hybrides qu'on retrouve peut-être plus dans le métaverse, à savoir une tokenisation artistique. Est-ce qu'on va considérer qu'effectivement, il y a un aspect spéculatif et donc on se pourrait... être, on va dire, soumis à une réglementation prospectus, ça peut être le cas. Est-ce que, par exemple, c'est plutôt un intermédiaire en biens divers, etc., etc. Donc, l'avocat, il essaye déjà, non pas de réfléchir à la place du client, surtout pas, on n'est pas là pour, justement, bosser à leur place, mais plutôt de les faire parler et de dire, voilà, quel est votre projet, la version maximaliste, qu'est-ce que vous voulez faire exactement, et en fonction, on va dire qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle des red flags, donc drapeau rouge, là non, c'est interdit, la loi nous dit non, drapeau orange, attention, il va falloir peut-être être conforme à une certaine réglementation, ou alors drapeau vert, allez-y, tout est sous contrôle, vous avez fait correctement les choses. Voilà, ça, c'est des premières questions. Tu interviens au moment du développement, pas de la structuration. Il vaut mieux intervenir, en fait, plus tôt on intervient, mieux le projet a des chances d'aboutir et d'être conforme. Voilà, la pire des choses, c'est par exemple d'avoir... Tu fais quoi par exemple ? Tu rédiges des conditions générales ? Alors, ça, c'est l'étape d'après déjà. Là, on est on essaye par comprendre ce qu'ils veulent faire. Quand ils arrivent en avance, on qualifie et on structure le projet. On obtient les autorisations. Je pense notamment aux autorisations auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, quand ils veulent être PSAN. Voilà. Quand on a un doute aussi, on peut interroger les régulateurs. On a la chance en France d'avoir des régulateurs. Alors, parfois, on sait que les clients aiment pas trop quand on s'approche des régulateurs, mais quand même, on a la chance d'avoir aujourd'hui des rapports qui sont clairs. On a la chance d'avoir des commissions parlementaires avec des députés qui sont très actifs. On a des autorités de régulation et de contrôle qui travaillent sur ces sujets. Donc, on peut interroger les autorités, on peut accompagner les clients. Il y a des commissions innovation, que ce soit à la CPR, à l'AMF, à la CNIL, etc. Et ces gens-là, ils sont là, en fait, pour accompagner les porteurs de projets. Donc, généralement, ils aiment mieux que l'avocat soit présent parce que des fois, ça leur évite de dire des bêtises aussi, quand même. Mais c'est des sujets qui sont pertinents et qui, à terme, évitent peut-être de se retrouver devant Madame l'avocat général ou l'ensemble de sa commission, parce que quand on en est là, c'est déjà trop tard. Ça veut globalement dire qu'il y a eu un problème. On pense par exemple au crash de l'écosystème Luna Terra. Il y a eu des problématiques, il y a eu des risques, il y a eu des pertes, il y a des vols, etc. Donc, quand l'avocat est au stade du contentieux, c'est un peu dommage. Enfin, voilà, il va y avoir des dossiers à prendre, etc. Mais moi, je préfère plutôt me mettre
en amont côté conseil. En prévention. Alors, je pense que ça intéresse pas mal de personnes dans cette salle. On se demande comment tu as fait pour développer ton business, comment tu t'es intéressé au monde du métaverse, au monde du crypto. Est-ce que tu as aujourd'hui des nouveaux clients, tu développes ton marché, ou c'était des clients existants? Alors, il y a deux... Enfin, moi, je suis venue... on se connaît d'un autre monde, qui fut le temps des Legal Tech. Donc, moi, j'ai un parcours universitaire, on va dire... je suis docteur en droit international privé, donc le métaverse est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, puisque effectivement, j'ai soutenu ma thèse il y a quelques années de ça, en 2012. Je suis avocate effectivement en France, mais aussi à Montréal, donc j'ai toujours eu cet univers un peu international et Far West. Et j'ai découvert la blockchain en 2016, alors non pas au départ avec la France, mais avec Malte, puisque Malte a été le premier pays européen à lancer une sandbox de régulation. Et j'avais la chance d'avoir un associé qui était consul honoraire de la République de Malte, donc en fait c'est un peu par le plus grand des hasards que je suis venue en fait à ce sujet-là. Et il réfléchissait à un cadre, mise en place d'une réglementation. Donc on m'a demandé de donner mon avis, ce que j'ai fait. Et j'avais déjà à l'époque créé des Legal Tech, puisqu'on était déjà chez Avotech ensemble. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert à la fois le lien purement blockchain et également l'aspect régulation, puisque c'était le Far West, donc il fallait un peu mixer tout ça. Et j'ai commencé donc déjà par apprendre. Et je travaillais avec des développeurs sur nos Legal Tech. Ces développeurs, je les ai fait venir au cabinet. C'était une sorte d'incubateur et de réflexion. Donc là, on est à Paris, mais je peux vous croire qu'à Lyon, c'était encore plus innovant qu'à Paris. Qu'à Paris, il y avait plus de choses, mais à Lyon, c'était pas trop le cas. Il n'y a pas beaucoup de cabinets qui ont des développeurs en interne. Donc on les a fait venir et je leur avais fait un deal. Je leur avais dit, écoutez, vous allez m'expliquer ce que c'est que la blockchain, parce que moi, j'y comprends rien. Et je vous promets que le jour où la régulation sortira, je vous aiderai à être conforme. Ça a été le cas, donc pendant 3 ans ils m'ont formé, et puis en 2019 quand la loi Pacte est arrivée, je leur ai dit écoutez, vous êtes quand même un agent de change crypto-euro, donc ça serait quand même bien que vous soyez régulé. Et voilà, donc c'est le deal a été lancé comme ça, donc j'ai envie de dire que ça m'a un peu mis sur le devant de la scène sur ces aspects-là, un peu innovation, vraiment blockchain. Et après, on va dire que je suis passée à l'étape supérieure, puisque quand j'ai rejoint un cabinet comme Deloitte, vous imaginez bien que Deloitte n'avait pas attendu ces moyens pour se développer, et notamment sur ces sujets-là. Donc là, on est face plutôt à des clients, c'est plutôt de la prospection, soit toujours des clients qui veulent être conformes et plutôt des start-upers, mais aussi des acteurs plus traditionnels. Vous avez peut-être vu des grands groupes comme Casino se lancer dans le métaverse, vous avez peut-être vu la Caisse des dépôts et consignations devenir PSAN, etc., etc. On est face là des banques privées comme la Dolubac devenir également PSAN. Donc là, on est plutôt sur des acteurs traditionnels qui veulent franchir le cap et qui finalement... Céline, navrée de t'interrompre. Est-ce que tu peux définir les termes? Le PSAN? Ouais, voilà. Prestataire de services sur actifs numériques. En fait, c'est tout ce qui concerne... Je comprends mieux. C'était évident. Vous voyez, comme quoi j'ai bien pris tous les travers de mes petits développeurs. Le PSAN, c'est les prestataires de services sur actifs numériques. Donc, c'est l'encadrement, en fait, des acteurs qui vous proposent, par exemple, des changes crypto, euros, des plateformes de trading, comme Binance, on peut le dire maintenant, puisqu'ils sont régulés. Donc, on a le droit de comme les citer. Binance. Binance, c'est une des plus grosses plateformes au monde qui trade plusieurs milliards de crypto. Et si vous voulez, par exemple, vous êtes un acteur traditionnel, vous êtes un particulier, vous avez des euros, vous voulez les changer en crypto. Vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir pléthore de sites Internet qui vont vous proposer ce type de choses. Il faut savoir qu'en France, je n'ai pas vérifié, mais sauf erreur, on est à 55 ou 56 PSAN régulés. Donc ça ne veut dire aujourd'hui qu'il n'y a que 55 plateformes en France qui ont le droit de vous proposer ce type de service. En pratique, il y en a des centaines de milliers qui vous proposent ce type de service. Eh bien, c'est ces acteurs-là, en fait, qu'il faut continuer à accompagner, qu'il faut continuer à aider. Et quand Raphaëlla parlait de MiCA, MiCA, c'est l'encadrement européen de ces PSAN. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la régulation se fait de manière nationale. Donc, vous avez un petit PSAN qui est régulé, qui est bleu, blanc, rouge AMF. Il ne peut pas proposer ce service, par exemple, en Allemagne. Ou alors, il faut qu'il demande l'autorisation au régulateur allemand de le faire. Avec le règlement MiCA qui arrive, il y aura une sorte de passeport européen pour ces acteurs-là. Et la question des NFT est un vrai sujet, puisque Raphaëlla parlait de la qualification des NFT au sens produit financier. Il y a quand même un débat sur MiCA aujourd'hui, puisqu'on considère dans la réglementation européenne qu'un NFT de grande série, donc une grande série, c'est un peu comme on parlait des CryptoPunks, c'est-à-dire des séries de 10 000, 15 000, 20 000, pourrait être considéré non pas comme un actif numérique lambda, mais comme un actif numérique au sens du droit financier.
Et si c'est le cas, ça veut donc dire que les plateformes qui vendraient ces actifs-là devraient être conformes à la réglementation MiCA. Et si vous voulez encore un peu plus d'acronymes, être conforme à la réglementation MiCA, ça veut dire mettre en place un KYC, Know Your Customer, donc un process de vérification de l'identité, ce qui entraîne les questions... Qui ne marche pas avec le pseudonymat. Ce qui entraîne certaines questions relatives au pseudonymat, qui remet en cause justement l'ère de la blockchain, qui doit obliger les acteurs à mettre en place des process que l'on appelle LCBFT, donc anti-blanchiment d'argent. Donc tout un parcours en fait pour ces acteurs-là qui sont bien loin de l'approche que voulait notamment le créateur à l'origine de la blockchain Bitcoin et ce monde complètement dérégulé. Donc on passe d'un monde complètement dérégulé, décentralisé, qu'on peut appeler, nous, juristes, le Far West, à quelque chose d'encadré, avec des termes, avec, comme le disait Madame l'avocat générale, finalement, non pas une révolution du droit, mais une évolution du droit. Donc, vous voyez qu'on est bien loin, en fait, en 10 ans. On est bien loin de l'Eldorado que j'évoquais dans mon introduction. Pour certains, c'est toujours l'Eldorado. Après, pour d'autres, il y a un peu plus de réglementation. Je vais te poser une dernière question, parce que j'avais demandé comment tu as fait pour te former, mais je pense qu'on a un petit peu compris. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement avoir des connaissances et une appétence tech pour être avocat Web3, Metaverse, NFT? Alors, je pense pas que dans notre parcours, un avocat dans son parcours, il n'a pas appris à être manager avant d'avoir des collaborateurs à driver. On n'a pas appris ça à l'école des avocats. On n'a pas de cours de code à l'école des avocats. Donc, je pense pas qu'il faille nécessairement savoir coder et faire des algos. La seule chose, à mon sens, c'est déjà de s'intéresser à l'écosystème, essayer de comprendre. Alors, on parle de clients, mais comprendre déjà l'écosystème, les gens qui essayent de développer des projets. Il y a un vrai travail d'écoute. Et après, oui, il faut quand même essayer à un moment donné de savoir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire parler de blockchain sans comprendre quelle était l'idée de départ, vouloir parler de NFT sans essayer de discuter effectivement avec des artistes ou des développeurs pour comprendre ce qu'ils veulent faire réellement. Je trouve que ça n'a pas de sens, et en plus ils le sentent. Enfin, faut quand même être très honnête. J'ai parlé en acronyme comme si effectivement tout le monde connaissait. Des clients qui viennent vous voir, si derrière ils vous parlent comme ça et que vous n'êtes pas capable de déchiffrer ce qu'ils vous expliquent quand ils vont vous parler d'utilisation d'un protocole blockchain très particulier ou de développement de certains process, j'ai envie de vous dire, de toute façon, le client il va vite le voir en fait. Donc c'est la discussion, c'est même pas que si vous voulez ou pas, c'est que votre client on voit que tu es animé, et je pense que voilà, donc ça marchera pas. Non, mais ça marchera pas en fait. Voilà, j'ai une toute dernière question qui va nous permettre de faire la transition avec nos deux autres invités. Est-ce que tu penses que ça a un intérêt pour un avocat de faire son cabinet dans le métaverse? Il faut bien qualifier son projet, je pense. Je sais pas s'il va y avoir une rencontre de ces mondes-là, mais si c'est juste pour faire un coup de com', je crois pas que ça ait du sens. Enfin, mais ça, c'est encore une fois, c'est vraiment à titre personnel. Je crois pas que le coup de com' sur ça ait du sens. Je pense que c'est énormément de temps, et on l'a vu quand les gens développent des legal tech. Enfin, être avocat et legal taker, c'est un travail, c'est double casquette à temps plein. Je pense que c'est la même chose si on veut être avocat dans le métaverse. C'est à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut conseiller ces clients-là, ou est-ce qu'on veut renouveler le genre? En fait, je suis pas sûre que 24 heures suffisent à faire tout ça, pour être très honnête. Et en plus, je sais pas si il n'y a pas certaines limites qui aujourd'hui ne peuvent pas être franchies. Donc voilà, je te passe la main. Merci beaucoup Céline, ça nous permet effectivement de faire la transition. Alors pour préparer cette soirée, j'ai échangé avec des avocats qui justement se sont installés dans le métaverse. Ils sont pas là avec nous ce soir, c'est dommage, mais ils sont dans le métaverse. Mais alors c'est rigolo parce que c'est un cabinet d'avocats en droit de la famille. Donc vous voyez, on est très très loin des problématiques évoquées par Céline. Et il m'expliquait que finalement c'était aussi un outil de différenciation pour eux. Et ils l'envisageaient plus comme une interface à la fois de travail pour leurs collaborateurs, une espèce de télétravail puissance 3, et également comme une interface de rencontre avec leurs clients.
Donc pourquoi pas, après tout donc c'est la raison pour laquelle donc Pierre-Xavier, tu es parmi nous, membre de l'incubateur du barreau de Paris, expert en nouvelles technologies et avocat missionné de l'ordre à la commission déontologie. Donc je te pose la question que tout le monde, qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce qu'un avocat peut, selon toi, ouvrir son cabinet dans le métaverse ? Je vais répondre en 47 points successifs. Manifestement, c'est déjà le cas. Donc, est-ce qu'on peut le faire ? Il y en a qui le font. La réalité, c'est que, à nouveau, une fois et Céline a été brillante là-dessus pour le rappeler, le métavers, c'est un outil. C'est un outil technologique. Comme l'a été Internet, comme l'a été le téléphone, comme les Skype, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, un avocat peut faire absolument n'importe quoi, tout dépend quelle est sa motivation et tout dépend quelles sont les garanties vis-à-vis de ses obligations en tant que profession réglementée. Donc créer une adresse email pour pouvoir échanger avec votre client, il n'y a aucun problème. Créer dans un espace immersif, avec des avatars en 3 dimensions, dans un univers persistant pour pouvoir échanger avec des personnes, il n'y a rien dans les règles de la profession qui l'interdisent. Les enjeux, ils sont où sont nos obligations et quels sont les risques qui y sont associés. Et c'est là où les choses deviennent un petit peu compliquées, notamment avec le Web 3, avec les problématiques de crypto-monnaie, etc., etc. Un exemple parmi tant d'autres, le secret professionnel, qui est quand même la base de notre profession. Dans un métaverse, comment est-ce que vous garantissez le secret professionnel avec vos interlocuteurs ? C'est ballot, mais c'est un problème essentiel. Donc le fait de dire c'est génial pour des raisons marketing, pour des raisons opérationnelles ou des raisons pratiques, dire on va dans le métaverse, une fois que vous avez dit ça, quel métaverse ? Quelle est la structure à l'origine de ça ? Comment est-ce que c'est régulé ? Parce que on a pu discuter de différences fondamentales qu'il y a entre le Web 2 et son système de fonctionnement et le Web 3 avec ces nouveaux types d'espaces. La réalité, ou en tout cas ça c'est moi qui suis assez pessimiste, demain dans le Web 3, techniquement c'est exactement ce que fait Facebook avec ses rêves de créer son métaverse, c'est de dire vous pourrez rentrer et avoir accès à tout, en échange vous nous donnez vos données. C'est exactement, à mon sens, on est en train de revivre ce qu'on vit avec Internet au début des années 2000. Donc, est-ce que l'avocat a sa place à l'intérieur ? Évidemment. La question pertinente, c'est pourquoi et comment est-ce qu'il le fait ? J'ai parlé de secret professionnel, j'ai parlé de communication. Vous avez tout à fait le droit de communiquer sur Internet, vous aurez tout à fait le droit de communiquer sur les métaverses. Les principes essentiels de la profession ont vocation aussi à poser des questions. Comment est-ce que vous savez qu'en face de vous, vous avez votre client ? Comment est-ce que vous êtes capable d'identifier le client ? Finalement, j'ai envie de dire, quand on appelle notre client, on n'est pas sûr que ce soit lui à l'autre bout du fil. Alors, c'est là où il y a un problème, il y a des systèmes qui se mettent en place. Vous me donnez votre numéro de téléphone, on fait des systèmes cryptés, vous utilisez une adresse mail et je prévois à l'avance que je sais que c'est vous, que je vais appeler à 10h, etc., etc. Oui, il y aura toujours un débat perpétuel de savoir si notre interlocuteur est bien notre client ou pas. Mais dans le métaverse, où là c'est crypté, c'est encore plus confidentiel, c'est un vrai sujet. La question des crypto-monnaies, se faire payer en Bitcoin, en Ethereum, c'est très intéressant, c'est très moderne. Mais un jour, vous risquez d'avoir un petit problème, notamment avec les autorités en matière de blanchiment d'argent. Parce que le principe des bitcoins, c'est que vous ne savez pas d'où ça vient. Donc vous faire payer en bitcoin, moi j'ai eu ça cette semaine avec des clients, ils me disent est-ce que je peux me faire payer en bitcoin, mais on a l'impression que les fonds ils viennent de Russie. J'ai dit vous pouvez essayer. C'est vous qui voyez. À vos risques et périls. Voilà, c'est la même chose pour les avocats, donc le secret professionnel, les principes essentiels. Ce que vous faites, ce qu'on fait à l'intérieur du métaverse, si on respecte nos règles comme dans le monde réel, il n'y a aucun souci. Et d'autant plus qu'on comprend qu'en fait, il n'y a pas un métaverse, il y a des métaverses. Et c'est ce qu'on va voir avec notre prochain intervenant. En fait, si je comprends bien, donc il y a des métaverses qui ont aussi différents niveaux de sécurité, de confidentialité. Et finalement, on peut créer le métaverse qui nous ressemble, si tant est qu'on ait envie de le faire et qu'on ait le budget pour le faire. Grégory Rocher, bonjour. Vous êtes donc CEO de Work Adventure. Work Adventure, c'est une plateforme SaaS, vous allez nous expliquer ce que c'est, 100% française. Vous créez des métaverses. Je sais qu'il y a des avocats qui ont fait appel à vous déjà. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, Work Adventure, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que vos clients font appel à vous ? Alors, Work Adventure, c'est quoi ? Comme vous pouvez le voir là, je pense derrière moi, on fait des mondes virtuels en 2D. Pourquoi en 2D ? Parce que déjà c'est écologique par rapport à tout ce qui se fait. On veut que ça marche sur un téléphone portable. Et puis on trouve ça fun.
Alors on fait du SaaS. SaaS, ça veut dire que vous payez un abonnement tous les mois pour pouvoir utiliser une plateforme comme vous avez à l'heure actuelle sur beaucoup d'outils que vous utilisez. Mais on fait surtout, nous on a été connus parce que dès le début de l'aventure, donc il y a 3 ans maintenant, on a mis tout notre code en open source. Donc on a donné le code à la communauté mondiale. Aujourd'hui on fait partie des projets en TypeScript, en JavaScript, qui sont des langages de programmation les plus suivis, les plus innovants dans tout ce qui est logique de monde virtuel. Donc en fait on avait pris les clés du Web 3 il y a 3 ans, à l'époque ça s'appelait pas le Web 3, on parlait pas de métaverse, on me prenait pour un fou furieux avec quand je parlais de petits avatars, et il y a Mark Zuckerberg qui est arrivé, qui a tout chamboulé, et maintenant ça devient hype. On parle beaucoup de sujets, on ne sait pas ce qu'on va faire dedans, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'ensemble des mondes virtuels, il faut revenir à la notion qu'est-ce qu'on va y faire. Donc s'il n'y a pas de use case, un avocat, est-ce qu'il a sa place dedans? Je ne sais pas répondre. Est-ce qu'un avocat, s'il veut l'utiliser en plus de son site web pour faire venir de nouvelles personnes, ouais, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on en est vraiment au tout début de dire que le Web 3, on sait ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. On est plutôt dans du Web 2,5 où on commence à avoir des usages. Nous, l'usage qu'on a pris, c'est on veut rapprocher les gens. On se sert de la technologie, on se sert des outils de visio, on se sert de la webcam, parce qu'on a appris à travailler avec ces outils depuis la crise du Covid. On s'est rendu compte en plus que la distance, en plus avec tout ce qui est le changement de l'organisation du travail, qu'on avait besoin de se voir, qu'on a besoin d'échanger, qu'on a besoin de retrouver de la spontanéité, et que ce soit dans le sud ou à Paris, mon équipe, je la retrouve dans mes mondes virtuels. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qu'on a réussi à craquer. Ouais. Donc bureau virtuel, vous organisez aussi pour vos clients des événements digitaux, vous créez des campus virtuels. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos clients ou c'est confidentiel? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a une grande panoplie de clients. On fait surtout beaucoup de start-up parce que c'est plus facile à onboarder. On fait énormément de grands groupes. On travaille avec notre plus gros client, c'est surtout l'Allemagne, qui s'intéresse énormément à toutes ces problématiques de travail à distance. Donc on travaille avec Deutsche Bahn, Bosch, Siemens. On s'est fait auditer pendant 6 mois avec leur DPO, donc sur le contrôle des données, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous montrez KPMG, on est en train de reproduire tout un monde virtuel pour Capgemini. On a fait ça pour Bouygues, on a fait ça pour VP. Où l'idée c'est quoi? C'est on met en place un monde pour que les gens se retrouvent, collaborent, échangent et de l'expérience. On fait aussi énormément de recrutement parce que aujourd'hui recruter des gens via un monde virtuel à distance, on fait venir 600 personnes, on les fait progresser dans les mondes, à la fin ils sortent, ils ont une offre d'emploi, ça prend 3 heures et c'est hyper innovant et ça va vite et les nouveaux salariés sont hyper satisfaits de l'expérience. Et si on en revient à la fonctionnalité bureau virtuel, c'est quoi en fait la différence entre un métaverse et Teams par exemple? Teams, on est dans une logique d'insynchronicité, c'est-à-dire que vous envoyez un message à n'importe qui, il va vous répondre et vous ne savez pas s'il est là. L'avantage d'un monde virtuel, c'est que votre collègue, il va être physiquement, virtuellement à côté de vous. Donc vous allez lui taper sur l'épaule, comment tu vas? Et tout ce qu'on a appelé la sérendipité, ce petit truc qui faisait qu'on se retrouvait à la machine à café, on échangeait, comment tu vas, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Nous, on le retrouve dans les mondes virtuels qu'on met en place parce que dès que les avatars se rapprochent, on démarre la caméra et on démarre la visio. En fait, concrètement, on arrive dans le métaverse, on voit donc qui est présent dans le métaverse, non pas physiquement présent, mais qui est dans le métaverse. Et en fait, on peut se déplacer de salle en salle, de bureau en bureau pour aller à la rencontre. On se déplace de salle en salle, on se déplace de bureau en bureau. Après, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, là, on a mis directement en place, c'était pour une conférence pour Saint-Gobain. Donc, il y a directement un outil de visio qui a été incorporé. On a encore plein d'outils, du Mural, du Miro. Tous les outils, toute votre suite bureautique pour travailler, en fait, on l'implémente directement dans le monde virtuel. En fait, on va respatialiser tous les outils que vous avez, on respatialise l'information et ça devient beaucoup plus cool qu'un intranet parce que les gens s'amusent. Mais du coup, c'est open toute la journée, c'est-à-dire qu'on peut se balader toute la journée et aller boire des cafés virtuels. C'est des mondes virtuels qui sont persistants. Donc il y a des gens, moi mes bureaux ils sont ouverts toute la journée. Il y a des gens. Mais les entreprises, elles vous demandent pas de mettre des règles en place pour que ça soit pas. Si, bien évidemment. Il y a plein de. On y vient, Charlotte. Tu fais preuve d'impatience, mais rassure-toi, on y vient. Il y a plein de niveaux de sécurisation. Donc soit on peut laisser sa plateforme complètement ouverte, soit on peut le sécuriser par un email, par un password. On peut le sécuriser aussi avec du SSO. Donc ce que les entreprises ont mis en place avec des NFT, comme on a fait pour la NFT Factory, puisqu'on leur a fait un monde virtuel, ou pour le cas, on est sur un vrai use case où le NFT des membres de la NFT Factory leur donne accès à un espace où ils peuvent se retrouver. Donc on est
plus dans une logique de profile picture, de PFP, mais vraiment c'est une clé qui permet d'accéder, vivre des expériences et surtout rencontrer des gens. Donc là, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que vous êtes vraiment capable de vous adapter aux exigences de vos clients. Vos mondes, ils sont complètement plastiques, en fait, tant au niveau de l'accès qu'au niveau de la confidentialité de ce qui peut se dire. On parlait tout à l'heure de la confidentialité des échanges. Concrètement, ça voudrait dire qu'un avocat, en fait, il peut donner accès à son métaverse uniquement à son client en s'assurant de son identité auparavant, en s'assurant que les données sont strictement confidentielles, qu'elles ne sont pas conservées quelque part. Enfin, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça pourrait se passer ? Alors, si vous vous faites pirater votre email, vous pouvez connecter à n'importe quel compte. Donc comment est-ce qu'on va sécuriser ça? On peut pas. Le wallet, alors moi j'aime beaucoup la blockchain. Pourquoi? Parce que demain, l'objectif, si on y arrive, c'est de plus du tout avoir de base de données, de stocker d'emails de clients d'utilisateurs, et ce sera directement géré par la blockchain. Donc on est sur une approche qui est complètement décentralisée. Nous, l'avantage d'avoir aussi des mondes qui sont open source, c'est que tout est décentralisé. Donc je peux m'aller me balader dans le monde KPMG, mais je peux aller aussi me balader dans le monde d'une université allemande qui a déployé WorkAdventure sur ses propres serveurs. En termes de sécurité, on était à fond depuis le début sur la transparence des données. On stocke rien, on n'enregistre rien. On est complètement RGPD. On a tout mis en Europe. On s'est fait auditer des mois entiers par les Allemands et ils rigolent pas. On a plusieurs protocoles d'échange de données et surtout rien n'est stocké. Après, c'est libre au propriétaire de son monde. S'il dit OK, dans ma visio, je vais enregistrer cette conversation, ce sera stocké chez lui sur ses serveurs et charge à lui de contrôler en amont qui vient chez lui avec tous les outils qu'on lui a proposés. Et alors, du coup, ça coûte combien de créer son métaverse ? Alors, ça peut être complètement gratuit, puisque vous prenez le code qu'on a déployé, vous l'installez sur vos propres serveurs, ce qu'a fait la Société Générale pour une logique de sécurité, ou alors vous pouvez faire appel à nous, on a des designers, on a des agences aussi qui proposent des designs. Les deux mondes que vous voyez là, c'est des super use cases, c'est deux cas aux Philippines. On bosse avec une agence qui accompagne, donc là, à gauche c'est Super Mall, c'est l'équivalent de Carrefour aux Philippines, et à droite c'est Palmolive. L'idée c'est tous les jours les marques qui sont présentes dans les supermarchés, elles font des concours, elles font des jeux, et les gens vont gagner des produits dans la vraie vie. Donc après ils se rencontrent en ligne, ils font quelque chose en ligne, mais ils vont dans le supermarché récupérer leurs produits. Et pareil pour Palmolive qui lance une nouvelle marque de produits, donc ils font un peu d'explications sur leur nouvelle démarche et plus écologique dans leur shampoing, etc. Et puis après ils peuvent les récupérer en vrai. Combien ça coûte? Donc c'est 0. Si vous les testez, déployez chez vous. Aujourd'hui, typiquement Société Générale, c'est 0. Maintenant, ils font appel à nous parce qu'ils ont une logique de scalabilité. Ils veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc on leur fournit. J'imagine qu'en termes de business model, 0 pour vous, c'est pas top. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, notre but, c'est quand même de l'accessibilité, de la transparence, et on veut que ce soit déployé à grande échelle. On est très content d'avoir beaucoup d'utilisateurs aux Philippines, beaucoup d'utilisateurs au Vietnam, parce que c'est des gens qui ont jamais plus accès qu'à un téléphone moyenne gamme, et ils ont des expériences virtuelles, réelles. Alors, moi, je préfère dire un monde virtuel, parce que métavers, ça fait un peu trop hype, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Mais au moins, ils en bénéficient. Demain, leur dire, le futur, c'est forcément de la 3D immersive avec un ordinateur à 5 000 € plus un casque à 1 800 €. C'est compliqué quand même. Oui, parce que en fait, effectivement, quand on regarde ces deux images, c'est un petit peu étonnant parce que on est loin de la vision du casque VR et de la combinaison assis sur son canapé à pouvoir voyager dans l'univers. En fait, et on revoit un petit peu version Atari, mais j'ai compris que c'était volontaire. Ouais, complètement. En fait, c'est la question de l'expérience. C'est qui vit l'expérience? Est-ce que c'est l'avatar ou est-ce que c'est la personne, l'être humain derrière l'avatar, qui se sert de l'avatar comme un moyen, comme un outil pour aller vivre une expérience? Ça, c'est à vous de décider. Audrey, tu as une question. Ah. Ah non, justement, nous, on est absolument contre le fait que ce soit l'avatar. Enfin, pour moi, c'est pas l'avatar qui va s'amuser dans les mondes et vivre sa meilleure vie. C'est vraiment toi en tant qu'être humain, t'es derrière. Et ça, on pense réussi à l'avoir craqué, justement, en déclenchant immédiatement tes flux audio, vidéo, tu vas rencontrer la personne. Donc ça marche plutôt bien. On a une belle traction, on commence à avoir pas mal de visibilité. On sent que les usages arrive. Aujourd'hui, nous, sur l'ensemble des plateformes qu'on monitore, on a entre 3 et 7 000 personnes par jour de manière constante. On fait partie des plateformes de monde virtuel qui sont parmi les plus utilisées aujourd'hui. Ouais.
Audrey, merci beaucoup pour ta question. Et ça nous permet d'ouvrir justement les questions du public. Alors on a quelques minutes pour ce faire. Naturellement, les questions peuvent être adressées à n'importe lequel de nos intervenants. Je voudrais bien lui poser une question. Alors Céline, donc quand tu es sur ton expérience très consumer et voilà utilisateur au sens propre, est-ce que par là tu veux dire que finalement dans ton expérience tu n'as quasiment pas besoin d'être un avatar avec justement des places liées au NFT, par exemple on parlait de Gucci etc où on pouvait acheter sa paire de NFT, enfin sa paire de baskets pour mettre sur son avatar. Dans ton déploiement l'idée c'est finalement d'être toi utilisateur avec ton téléphone sans forcément avoir un avatar tout exactement. Des NFT quoi. On propose les deux. Donc Work Aventure c'est vraiment orienté Web 2. Ce qu'on fait avec l'NFT Factory c'est l'autre pendant du projet qu'on appelle MetaVenture où lui on va intégrer beaucoup plus de blockchain, les avatars c'est des NFT. On va vraiment plus loin dans cette logique. On accompagne des DAO aussi dans leur questionnement sur les votes. Comment est-ce qu'ils sécurisent que c'est bien les personnes qui sont présentes dans la DAO, etc. Donc on essaye vraiment de travailler sur des vrais use cases. Comme on le fait depuis le début, parce que la hype c'est bien, mais voilà, c'est pas long terme quoi. Merci. Bonjour, merci pour la conférence, pour la présentation. Je vais poser une question par rapport à Code is Law. Donc littéralement, le code fait la loi, c'est un peu un des credos du Web3. Et j'aimerais savoir comment est-ce que le droit va se positionner face à cela, sachant que certaines structures, donc telles que Bitcoin, ont atteint un point de criticité, de décentralisation telle qu'il va être difficile de les faire se plier à une loi particulière ou à une juridiction particulière. Comment est-ce que le droit peut faire ça? Moi, je vois deux solutions. Soit s'attaquer aux utilisateurs, donc le mining ou l'achat et la vente de jetons, soit l'interdiction. Dans l'un et l'autre des cas, vu que Bitcoin est utilisé de manière internationale, on ne peut pas totalement interdire le mining. La Chine a essayé de le faire, ça n'a pas vraiment fonctionné, parce qu'encore aujourd'hui, le Bitcoin, moins utilisé qu'avant, mais toujours utilisé sur le territoire chinois. Et au final, c'est un peu un jeu de on se renvoie la balle parce que les mineurs vont aller dans un autre pays, puis dans un autre pays, là où la loi les arrange. Donc comment est-ce que le droit fait pour faire plier ces infrastructures Je sais pas si c'est pas l'avocat général, c'est Madame l'avocat général qui va peut-être répondre à cette question. Non mais s'il y a une question qui est intéressante, c'est tu parles du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est pas du tout une crypto sur laquelle on peut faire des échanges de main à la main. Une transaction sur Bitcoin, ça prend 25 minutes. Donc si tu dis que tu vas acheter ton café, payer un Bitcoin, tu vas rester 25 minutes à attendre derrière ton comptoir. Donc c'est pas du tout l'objet même du Bitcoin. Le mining en Chine, il y en a quand même plus beaucoup. Les Chinois, en plus, ils ont un temps d'avance, entre guillemets, où eux, ils veulent aussi avoir leur propre monnaie numérique pour contrer l'hégémonie du dollar. Les Chinois, ils sont très pragmatiques, ils ont des plans d'investissement à très long terme. Donc, ils voient que ça marche, ils voient qu'ils ne veulent pas le contrôler, donc ils l'interdisent et ils essaient de faire quelque chose d'autre. Maintenant, en termes de droit... Après, je pense non, mais on revient au sujet de départ, c'est on qualifie, c'est-à-dire que dire on utilise Bitcoin, ça veut tout dire et rien dire. Le Bitcoin, on voit bien que la définition de l'actif numérique, c'est par opposition à des monnaies ayant cours légal déjà. Donc la définition, c'est un actif numérique se définit par opposition à une monnaie ayant cours légal. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas une monnaie ayant cours légal, sauf quelques exceptions des grandes républiques à l'image du Salvador. Oui, voilà. Donc on le voit bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un encadrement, c'est d'ailleurs pour ça que la BCE se positionne, que le règlement MiCA est là, qu'on a aussi le règlement sur le transfert de fonds et le contrôle dès le premier euro, etc. Donc je pense que encore une fois, on en revient à des choses de départ. Je pense pas que Code is Law soit véritablement pérenne dans le temps, parce que de toute façon, ce n'est pas ce que veulent les gouvernements et les législateurs. Donc à partir de là, nous on se plie à ce qui est écrit. Donc il y a des règles en matière fiscale. Aujourd'hui, on voit bien que pour les particuliers, il y a des règles fiscales. Pour les entreprises, c'est la même chose. Qu'on essaye de faire la différence entre l'utilisateur, le consommateur, avec le code de la consommation, mais aussi l'investisseur, parce que vous voyez bien que la différence parfois est ténue. Est-ce que je suis un consommateur? Est-ce que quand j'achète un token, je suis dans mon rôle de consommateur? Et dans ces cas-là, tout avocat peut être là pour aider à rédiger des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation. Ou est-ce que je suis considéré comme un investisseur? Et dans ces cas-là, on vient y
coller une réglementation qui est plutôt financière, à l'image de la réglementation prospectus, à l'image de la régulation loi Pacte, etc., etc. Donc, enfin, moi, à titre personnel, Code ISLO, je n'y crois pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai devant moi des législateurs et des régulateurs qui travaillent pour justement faire en sorte que la régulation ne vienne pas des auteurs, des codeurs et des inventeurs, mais vienne finalement, on va dire, de la voie publique, de la démocratie et de l'Assemblée nationale, voire des assemblées européennes. Et très souvent, ton code plante aussi. Je compléterai, et évidemment je suis d'accord avec tout ça, je compléterai par une réflexion qui est qu'en matière de droit des nouvelles technologies, c'est toujours le même process qui se met en place et c'est toujours la même régulation qui fonctionne et le mot magique c'est toujours co-régulation. Aucune loi, aucun gouvernement ne pourra jamais contrôler Internet. Pourtant, on régule Internet. Parce qu'en réalité, c'est un cumul de choses qui sont en place, c'est-à-dire une réglementation qui est généralement souple et qui est portée par des grandes directives ou des grands principes. Après, c'est les professionnels qui eux-mêmes organisent et structurent, notamment par le biais contractuel, très souvent, les choses. C'est les consommateurs eux-mêmes. On le voit notamment avec les contenus sur Internet, les contenus toxiques, avec tout le système de signalement. Et c'est l'ensemble de ces facteurs, c'est les professionnels qui vont développer des systèmes d'antivirus ou de protection, et c'est l'ensemble de ces facteurs qui petit à petit arrivent à une sorte de stabilité du fonctionnement général de la nouvelle technologie en question. Et donc votre solution, évidemment la solution ne peut pas être réglementaire, et ça ne peut pas être l'interdiction pays par pays, ça n'a aucun sens. Mais ça peut être un ensemble de facteurs qui arrivent à une forme d'équilibre, et quand on arrive à ces équilibres-là, généralement le législateur revient en disant on a pu constater des pratiques qui finalement sont stables et fidèles, celles-là on peut les intégrer au sein de la réglementation parce que c'est des pratiques saines. Est-ce qu'on a dans la salle une dernière question ? Je précise, excusez-moi monsieur, je précise que le cocktail qui nous attend au 3e étage sera aussi l'occasion pour vous d'approcher nos intervenants. Donc ne désespérez pas si vous n'avez pas eu le micro à l'issue de cette session. Oui, bonsoir, Jérôme Henry, je suis avocat. Il y a une chose qui me surprend depuis le début et qui m'interpelle, c'est que toutes ces questions que nous nous posons et toutes les descriptions que nous faisons de ce monde virtuel, de ce monde métavers, elles se sont posées déjà il y a 15 ans, quand il y avait Second Life, qui est une sorte de précurseur de tout ça. Second Life était un monde virtuel. Sur Second Life, il y avait, à une époque même, l'ambassade de Suède s'était ouverte à Second Life. Toutes les entreprises en pointe ouvraient, achetaient des terrains et créaient une partie de ce monde virtuel. Donc, ce que je voulais, il y avait même une monnaie qui était le Linden Dollar, qui avait un cours officiel aux États-Unis. Donc, je voulais savoir, à votre avis, qu'est-ce qui change aujourd'hui avec les métavers par rapport à cette époque où déjà beaucoup de questions juridiques ont été posées et a priori résolues? Une des plus belles innovations qui est arrivée depuis 2016, c'est la blockchain. Aujourd'hui, on peut prouver sa propriété. On peut prouver qu'on a été à l'initiation d'une transaction. Second Life, c'était des sites traditionnels, des bases de données traditionnelles qui s'échangeaient. Aujourd'hui, la blockchain, c'est quand même complètement décentralisé. On peut, à moins de le hack à 51% ou autre, on peut plus réussir à les contrôler. Elles sont parties, elles sont lancées. Ethereum, c'est une fusée qui trace. C'est un vrai tiers de confiance. Maintenant, il faut que ça joue dans la faveur des consommateurs, de tout le monde. Mais ouais, non, c'est complètement différent. C'est la vraie évolution. C'est pour ça qu'on parle de Web3 d'ailleurs, depuis le début. C'est le fait de pouvoir prouver la propriété des assets. C'est une révolution. Alors, je parle pour nous. Notre code est open source, donc tout le monde sait ce qu'on fait. On a mis en place 3 API qui permettent de naviguer en plus déjà entre les mondes. On a intégré 8 blockchains, on est en train d'en intégrer une vingtaine d'autres. Donc on a mis toutes les clés nous pour que ce soit le plus ouvert possible. C'est pas forcément le cas de mes petits copains, parce qu'aujourd'hui le marché il est énorme. Enfin, sur le papier. Tant qu'il ne marchera pas sur un téléphone portable, ça restera du domaine de l'illusoire, puisqu'aujourd'hui 80% d'Internet c'est fait sur un téléphone, voire 85% à horizon 2025. Donc la clé, là c'est la même, on est au même niveau au début des années 2000 avec Internet. On commence à comprendre qu'il va y avoir des trucs. Ce qu'il y a maintenant, est-ce que c'est ce qui va persister d'ici 5-10 ans? Incapable de le dire. Mais
qu'on peut faire, c'est juste se dire ce qui n'a pas marché dans le Web 2, notamment les data, on en a parlé longtemps, et ça c'est un vrai sujet, c'est qu'il y a des boîtes qui ont créé des empires en s'enrichissant sur nous, comment on consomme Internet. Ça, faut que ça change. Moi, c'est ma philosophie, c'est la philosophie du projet qu'on a mené. On est pas nombreux à prendre cette voie. Maintenant, ça va être à vous aussi, en tant qu'utilisateur, est-ce que vous voulez aller là, et de bien regarder ce qui va être fait sur vos données, sur la transparence, sur vos échanges, sur comment est-ce que les boîtes vont s'enrichir aussi. Je pense qu'on va s'arrêter là et vous pourrez poser toutes vos autres questions lors du cocktail qui a lieu au 3e étage. Ouais. Je voudrais juste faire une petite précision un peu d'auto-promo. C'est qu'on a interviewé Benoît Couty dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur avec Audrey Chemouli ici présente. Donc vous avez 1 heure d'épisode pour en savoir plus sur les NFT et les crypto-art. Et je terminerai en disant que donc, c'était une soirée organisée en partenariat avec l'ASEJ et le barreau de Paris. Et on remercie grandement donc Nied El Baroudi qui est là-haut à la technique, sans qui rien n'aurait été possible. Voilà, rendez-vous au cocktail, 3e étage. Et on espère que vous avez passé une belle soirée.